Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle leçon à l'école du shoujo. Aujourd'hui, on va parler d'Ugly Princess, une série de 7 tomes de Natsumi Aida, publiée en France en 2016 aux éditions Akata. Natsumi Aida est une mangaka qui s'est fait connaître avec sa série précédente, Switch Girl, qui a énormément bousculé l'univers shoujo. Donc, un petit aparté sur Switch Girl est obligatoire avant de nous lancer dans la leçon du jour. Début de l'aparté. Soyons d'abord clairs sur un point. Tout ce qu'on a pu vous dire sur les héroïnes de shoujo depuis le début de la chaîne, vous pouvez oublier. Dans Switch Girl, Nika est une héroïne qui présente le quotidien des filles avec beaucoup de réalisme et sans prendre de pincettes. Pour vous la faire courte, Nika est une Switch Girl, c'est-à-dire qu'elle possède un mode on et un mode off qu'elle active en fonction des situations et des personnes avec qui elle se trouve. Le mode on, c'est celui qu'elle présente à l'école. Fille populaire, toujours habillée à la pointe de la mode, bien habillée et bien coiffée. Le mode off, c'est celui qu'elle présente chez elle. Vieux pyjama délavé et détendu, pas de maquillage, cheveux attachés à l'arrache, lunettes de vue, et je ne vous parle même pas de ses sous-vêtements. En mode off, l'élégance et le raffinement sont mis au placard, et le naturel revient à la charge de façon parfois déroutante. Parce que le mode off ne se limite pas uniquement à l'apparence, mais aussi à l'attitude. Ce qui est très plaisant avec ce shoujo, c'est que toutes les lectrices peuvent se retrouver dans Nika. À différents degrés évidemment, parce que toutes les filles sont des Switch Girls. Et le manga met en scène toutes les situations de la vie quotidienne des filles sans honte. La série et son héroïne sont très irrévérencieuses, mais surtout très drôles, car Switch Girl ne fait jamais dans la demi-mesure. Et là, vous vous demandez peut-être « Waouh, mais ce shoujo a l'air super original! Pourquoi vous ne faites pas une leçon dessus ?» Question ô combien pertinente, chers étudiants. Réponse toute simple, nous n'avons pas terminé la série. Oui, je sais, honte à nous. Et vous aurez peut-être remarqué que nous ne consacrons des leçons qu'à des séries qui sont terminées et que nous avons lues en entier. Mais il y a une autre raison. Même si nous avons découvert Natsumi Aida avec Switch Girl et que nous avons été immédiatement conquises par son histoire, son héroïne et son humour, Ugly Princess l'a littéralement détrônée dans notre cœur, et ce dès les premières pages. Et c'est pourquoi c'est cette série qui est à l'honneur aujourd'hui. Fin de l'aparté. On vous avait déjà présenté Ugly Princess dans un cours express, mais un petit résumé ne fera de mal à personne. C'est l'histoire de Mito Meguro, une jeune collégienne très complexée. On va pas tourner autour du pot, Mito est très moche. Et je dis pas ça par méchanceté ou parce que j'aime pas le dessin. Non, Mito nous est clairement présentée comme une fille au physique disgracieux, impopulaire et timide, et qui est la risée de tout le collège. Mito est aussi complexée par son prénom, car en japonais, Mito Meguro peut littéralement se traduire par « belle personne aux yeux noirs ». Et le physique de Mito est à l'exact opposé de cette traduction. Mais le calvaire de notre héroïne ne s'arrête pas là. En première année de collège, Mito est amoureuse d'un beau gosse dans sa classe. Lorsque ce dernier l'a appris, il l'a dit à tout le monde pour ridiculiser Mito. Depuis, le beau gosse en question ne cesse de le lui rappeler à chaque fois qu'il la croise. Mito attend donc avec une grande impatience la fin du collège afin que ses persécutions cessent. Et depuis cette mésaventure, Mito est devenue quelqu'un de très amer et renfermé. Elle déteste désormais les garçons et les fuit comme la peste. Sa seule source de réconfort réside dans ses deux amies, Haru et Maru. Les trois filles sont devenues très complices depuis qu'elles se sont découvert une passion commune pour les jeux vidéo de drague sur console portable. Mito s'évade donc de son insupportable quotidien en vivant un amour parfait et virtuel avec un garçon tout aussi parfait et virtuel. Et cette situation lui convient très bien. Mais un jour, alors qu'elle se fait de nouveau harceler, Kunimatsu, un garçon de sa classe, prend sa défense. Depuis, le cœur de Mito ne peut s'empêcher de battre pour ce garçon. Mito va alors décider d'arrêter d'accepter son quotidien comme une fatalité, de se prendre en main pour essayer de se réconcilier avec elle-même, avec l'amour, et de s'autoriser à chercher le bonheur. Bon, tout ça c'est bien mignon, mais après avoir entendu ce résumé, vous vous demandez peut-être, parce que décidément beaucoup de questions vous taraudent aujourd'hui, mais c'est pas hyper cliché comme situation de départ pour un shoujo? Et décidément vos questions sont extrêmement pertinentes, car vous avez tout à fait raison. Le résumé de Ugly Princess ne brille pas par son originalité. Vous aurez peut-être même reconnu dans la présentation de Mito l'archétype de l'héroïne Cendrillon, archétype que nous avions présenté dans la leçon sur Marunovitch. Pour rappel, l'héroïne Cendrillon est une fille rejetée par son entourage, généralement à cause de son physique. Mais un jour, l'héroïne va en avoir marre de cette situation, parce que souvent ça ne se limite pas qu'à l'isolement, mais aussi aux moqueries, brimades et autres humiliations, comme c'est le cas pour Mito. L'héroïne décide alors de changer, et elle se transforme. La transformation en question est d'abord physique, puis la jeune fille va se rendre compte que ce n'est pas suffisant pour s'assumer et s'imposer. Elle va aussi apprendre à combattre sa timidité, s'accepter soi-même, dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, etc. Et le déclic qui enclenche cette volonté de changer chez la jeune fille vient souvent d'un garçon. Et c'est là qu'on a un petit peu de mal avec cet archétype. En effet, il n'y a pas plus passif qu'une héroïne Cendrillon, parce qu'elle subit constamment son quotidien. Elle a parfaitement conscience que sa situation et le comportement des autres sont injustes et insupportables, elle aimerait que ça change, que ça cesse, mais elle est incapable de se rebeller d'elle-même.
À chaque fois, il faut l'intervention d'un garçon pour que l'héroïne se décide enfin à bouger. Ce qui est très énervant parce que ça entretient le cliché de la demoiselle en détresse qui ne peut pas se sauver elle-même et qui a obligatoirement besoin d'un prince charmant. Et c'est précisément ce qui arrive à Mito. En plus, on a le droit à 2 princes charmants pour le prix d'un. Il y a d'abord, on l'a dit, Kunimatsu, qui adresse la parole à Mito et prend sa défense. Ensuite, alors que Mito pleure de nouveau son désespoir seule dans un parc, elle voit apparaître face à elle le sosie du prince charmant de son jeu de drague. Ce dernier lui fait la morale de façon un peu brutale et directe, mais ses paroles feront l'effet d'un coup de pied chez Mito. Alors là, petite parenthèse. Attention de ne pas mal interpréter nos paroles. Les situations d'isolement ou de harcèlement à l'école sont des sujets très sérieux qui malheureusement existent dans notre quotidien et qui sont souvent très douloureux à vivre pour ceux qui les subissent. Ces situations peuvent engendrer un véritable mal-être et un repli sur soi. Et je ne suis absolument pas en train de dire que si la situation ne change pas, c'est la faute de la personne qui ne sait pas assez bouger. Parce que lorsqu'on en arrive à des situations comme celle de Mito, voire pire, la moindre parole ou le moindre geste peut devenir une véritable épreuve. Et oui, le déclic peut parfois venir d'une personne extérieure. Je dis juste que, quand cette situation arrive dans les shoujo, l'intervention du garçon est systématique. Et je ne veux pas que les lecteurs ou lectrices de ce genre d'œuvre imaginent que lorsque l'on est dans une situation similaire dans la réalité, il suffit juste d'attendre que quelqu'un se rende compte de notre mal-être pour nous tendre la main. Si ce genre de situation arrive en vrai, il ne faut pas attendre et il vaut mieux en parler à quelqu'un. Pour rappel, un shoujo est une œuvre de fiction contrôlée par un auteur. Les situations arrivent parce qu'elles ont été imaginées par l'auteur. Et si un personnage fait une action, c'est parce que cette action a été décidée par l'auteur. Dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Et pour terminer avec ce cliché, après l'intervention du garçon, ce dernier devient automatiquement le love interest de l'héroïne. Ce qui entraîne un autre cliché tout aussi insupportable à mon sens, la fille qui est sauvée par un garçon doit forcément tomber amoureuse de lui. Sérieux, est-ce que c'est possible de faire plus cliché comme coup de foudre? Bon, vous me direz au moins, c'est pas un coup de foudre basé sur le physique. Ok, mais du coup c'est un coup de foudre qui se base sur... Bah rien en fait. Je veux dire, c'est pas parce qu'un garçon te tient la porte ou qu'il t'aide à ramasser les feuilles que tu as fait tomber que c'est obligatoirement quelqu'un de bien ou qu'il le fait parce que c'est toi. Il est peut-être juste, je sais pas moi, poli. Bon ok, je pense que vous avez compris l'idée. Mais vous vous doutez bien que si on a choisi de vous parler de Glee Princess, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à son résumé. D'abord, première originalité extrêmement intéressante, Mito est vraiment moche. Ce que je veux dire, c'est que les héroïnes Cendrillon sont souvent des fausses moches parce qu'elles souffrent toutes du syndrome Clark Kent. Elles portent généralement des lunettes et ce simple accessoire suffit pour les enlaidir. Elles se sont jamais rendues compte qu'en retirant leurs lunettes, elles devenaient direct des canons en puissance. Et j'exagère à peine. Mais ce n'est pas du tout le cas de Mito. Notre héroïne ne porte peut-être pas de lunettes, mais ça ne l'empêche pas d'être très laide. Elle a des joues énormes et toujours rouges, des paupières qui tombent, un nez épaté, des sourcils broussailleux, des cheveux incoiffables, et ces problèmes ne se limitent pas uniquement à son visage. D'habitude, je trouve toujours les shoujo avec des héroïnes Cendrillon hyper hypocrites. Parce que leurs héroïnes ont toutes des physiques très conventionnelles. Je veux dire, il suffit juste que l'héroïne mette des lentilles, change de coupe de cheveux et de fringues pour devenir une princesse. À côté de ces héroïnes très codifiées, Mito a de vraies raisons de complexer. Des raisons tangibles qui semblent vraiment difficiles à surmonter. Et cette difficulté est d'ailleurs retranscrite avec beaucoup de réalisme et de sincérité dans le manga. Cette situation de départ n'est pas juste une facilité scénaristique pour attirer la pitié du lecteur sur Mito et faciliter notre attachement au personnage. Natsumi Aida ne se contente pas du cliché de base avec les messages hyper conventionnels et simplistes qui vont avec. Natsumi Aida montre à quel point cette situation peut faire souffrir et que même lorsqu'on en a pris la décision de changer, ça ne marche pas juste en claquant des doigts. On peut avoir l'intervention d'une marraine bonne fée, pour rester dans le cliché de Cendrillon, mais sa magie n'est jamais suffisante pour que la transformation soit complète. La jolie robe et les pantoufles de verre qu'elle offre à Cendrillon ne sont que des apparences pour donner du courage à la princesse en herbe. Cette illusion permet ensuite à Cendrillon de dévoiler ses qualités cachées qu'elle n'osait pas exposer jusque-là. Enfin, Natsumi Aida n'est pas naïve. Le chemin pour devenir une princesse est long et semé d'embûches. L'héroïne va trébucher à de très nombreuses reprises, elle va souvent douter, se remettre en question et perdre courage. Décider de changer est certes une étape importante, mais ce n'est que le point de départ et le plus dur est encore à venir. Toutefois, même si Natsumi Aida n'a pas oublié d'être réaliste et honnête avec son héroïne Cendrillon, elle n'a pas non plus oublié d'y ajouter la dose d'humour parfois loufoque qui caractérise son style si particulier. Et ça fait vraiment plaisir. Mito est certes complexée par son physique et sa situation, mais elle sait aussi que l'humour et l'autodérision sont les meilleures armes pour dédramatiser. Et la série vous promet de nombreux fous rires, parce que quand Natsumi Aida dessine une scène comique, elle y va toujours à fond.
Il faut bien le souligner, car il est très rare de voir des héroïnes de shoujo vraiment comiques. Parce qu'une héroïne de shoujo n'est pas censée être comique. Une héroïne de shoujo ne fait pas de grimaces et n'est pas volontairement ridicule, parce que ce n'est pas l'image de la jeune fille que les shoujo véhiculent. Et Mito est clairement à l'opposé de toutes ces héroïnes lambda, toujours douces, mignonnes, naïves et fragiles. Et pas de malentendu, j'adore aussi ces héroïnes. Mais c'est très rafraîchissant de suivre une héroïne comme Mito. Donc oui, on peut rire d'une héroïne de shoujo ou rire avec elle et tout de même s'attacher à elle. On a passé beaucoup de temps à vous parler de Mito, mais c'est vraiment la première fois que l'on rencontre une héroïne Cendrillon aussi originale. On va maintenant vous dire quelques mots sur le reste de la série. Il faut absolument qu'on vous parle de Kunimatsu, le garçon dont Mito tombe amoureuse. En fait, on ne voudrait pas que vous partiez avec un préjugé négatif sur Kunimatsu juste parce qu'il devient le sauveur de Mito. Kunimatsu, c'est vraiment un gars bien. J'aime pas trop cette expression parce qu'elle est souvent employée de façon superficielle et elle ne reflète pas la véritable personnalité du garçon. Or, chez Kunimatsu, cette étiquette est parfaitement appropriée. Kunimatsu est un garçon à la morale irréprochable. Il est droit, honnête et il met tout le monde sur un pied d'égalité. Il déteste l'injustice, il est direct sans être méchant, discret sans être naïf et il agit toujours en accord avec ses principes. Après, Kunimatsu n'est pas parfait non plus. Il est souvent dans la lune et maladroit, parfois un peu timide, et il aura tendance à s'emporter facilement lorsqu'un sujet lui tient vraiment à cœur. Mais surtout, Kunimatsu n'est pas gentil avec Mito parce que c'est l'héroïne ou parce qu'elle lui fait pitié. Si Kunimatsu passe du temps avec Mito, c'est parce qu'il trouve que c'est une fille intéressante. Kunimatsu a une façon de regarder les gens très directe et sincère. Il est réellement à l'écoute de son interlocuteur. Il cherche vraiment à le comprendre et il n'attend pas que la personne en face de lui réponde à ses attentes parce qu'il est prêt à accepter cette personne avec ses qualités et ses défauts. Et je pense vraiment que Kunimatsu est le meilleur personnage masculin que j'ai rencontré dans un shoujo. Au début, je pensais juste que c'était le beau gosse hyper lisse et codifié qui vient sauver l'héroïne pour devenir son prince charmant. Mais pas du tout. Kunimatsu ne se définit pas uniquement par rapport à son cliché ou par rapport à Mito. C'est un personnage indépendant, intéressant et attachant. Il va sans le vouloir marquer la vie de Mito, mais ce n'est pas pour ça qu'il va rester enchaîné à elle. Et là, je vais avoir besoin de vous spoiler la suite pour finir de vous donner mon avis sur Kunimatsu. Toutefois, c'est une info assez importante pour la suite de l'histoire, donc si vous ne voulez pas l'entendre, je mettrai un timecode dans la vidéo. Dans tous les shoujo que nous avons lus mettant en scène des héroïnes Cendrillon, l'héroïne finit inévitablement avec le garçon qui l'a sauvée, qui l'a poussé ou aidé à se transformer. Même si c'est très conventionnel et prévisible, c'est pas grave tant que ça reste une histoire d'amour divertissante. Mais ça conforte aussi le cliché de la Cendrillon. Le vilain petit canard est sauvé par un prince charmant, elle se transforme en princesse grâce à lui et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça devient un peu lassant de lire toujours la même histoire, même si elle est très bien racontée. Autre originalité de Glee Princess, Mito et Kunimatsu ne finissent pas ensemble à la fin. Mieux que ça, Kunimatsu s'attache à Mito et il l'apprécie en tant que personne, en tant qu'ami, mais à aucun moment ses sentiments ne pencheront du côté de l'amour. Il n'y aura aucune ambiguïté de la part de Kunimatsu, même après avoir repoussé Mito. Il restera toujours égal à lui-même envers elle, et ce, tout au long de la série. Je vous l'ai dit, c'est vraiment un gars bien. Pour finir de vous prouver que ce shoujo est définitivement excellent, Natsumi Aida développe aussi le thème de l'amitié. Comme on vous l'a dit, Mito a forgé une amitié très forte avec Haru et Maru, grâce à leur passion commune pour les jeux vidéo de drague. Cette amitié est un véritable soutien pour Mito, mais paradoxalement, c'est aussi une amitié très fragile. Les trois filles ont tellement peur de se blesser les unes les autres qu'elles ne parlent pas des sujets qui pourraient mettre les autres mal à l'aise. En effet, à côté de Mito, il y a Maru, qui a aussi vécu des expériences d'isolement traumatisantes à l'école. Ensuite, il y a Haru, qui ressemble bien plus à une héroïne classique de shoujo de par son physique et son caractère. Et les trois filles ne partagent rien d'autre en dehors de leur passion commune. Par exemple, elles ne parlent pas des complexes de Maru ou des persécutions que subit Mito, parce que ce sont des sujets qui font souffrir Maru et Mito. De même, Haru ne parle jamais de son petit copain ou de mode, parce qu'elle sait que Maru et Mito ne sont pas à l'aise avec ce genre de sujet. Et oui, j'entends parfaitement ce que vous dites. On est bien face à une amitié superficielle et à un manque total de communication. On ne parle pas des sujets qui fâchent et on n'affronte pas les problèmes. C'est d'ailleurs ça qui sera à l'origine des dissensions dans leur groupe. En fait, Haru va se rendre compte du changement qui s'opère chez Mito et elle va gentiment lui proposer aide et conseils. Haru va endosser en quelque sorte le rôle de marraine bonne fée pour Mito. Toutefois, les deux jeunes filles vont décider de ne pas parler de tout ça devant Maru, parce que cette dernière ne s'intéresse ni à la mode, ni aux garçons.
En voulant préserver leur ami, Haru et Mito vont inconsciemment mettre le feu aux poudres. Et on ne vous en dira pas plus. Mais j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ce que ce genre de situation soit abordée, et elle est évidemment très bien développée. Si on voulait vraiment chipoter, il y a tout de même d'après nous un point négatif à la série. Mais comme ce point risque de vous spoiler la suite, on va de nouveau vous mettre un timecode. On trouve la série un peu trop courte. Pourtant, avec 7 tomes, on est plutôt dans une bonne moyenne pour un shoujo. Mais l'histoire de Glee Princess se divise en 2 parties. Les 4 premiers tomes sont consacrés à la dernière année de collège de Mito, sa prise de conscience, sa volonté de changer et le début de sa transformation. Les 3 derniers tomes sont consacrés à la première année de lycée de Mito après sa transformation. On n'a rien à redire sur la première partie. Dans la deuxième partie, l'évolution de Mito continue sur sa bonne lancée. Toutefois, l'entrée au lycée est synonyme de grands changements. Mito est séparée de ses anciennes amies et elle se met à rencontrer de nouvelles personnes. Mais la deuxième partie se centre énormément sur la construction de la relation amoureuse de Mito. Normal et heureusement, vous me direz. Mais les nouveaux amis de Mito sont des personnages extrêmement intéressants et finalement, ils sont développés de façon assez superficielle. Et on sent que c'est par manque d'espace. Et c'est très frustrant parce que ça donne l'impression que le potentiel de ces personnages est un petit peu gâché. Après, on crache pas sur la fin de la série parce que l'évolution de Mito est très cohérente. Mais on était un peu déçus à la fin parce qu'on avait très envie d'en apprendre davantage sur les nouveaux personnages secondaires. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment du chipotage. En résumé, Ugly Princess est un shoujo divertissant, drôle, sincère et réaliste et qui utilise avec beaucoup d'originalité un cliché pourtant usé jusqu'à la corde. On vous le conseille donc vivement. On vous conseille aussi par la même occasion Switch Girl, même si on espère pouvoir lui consacrer un jour une leçon complète. Et voilà, cette leçon est à présent terminée, et comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, de liker et commenter, et surtout, de partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines leçons à l'école du shoujo. Bye!